suis comédien. Je suis comédien, donc tout ce que ça comporte, au départ une formation avec des professeurs, genre conservatoire, etc. Et ensuite théâtre, un peu de cinéma, pas mal de télévision, et puis de la radio et des doublages de films. Et puis disons que petit à petit au cours de mon parcours, il y a un domaine qui a pris beaucoup d'importance, c'est le domaine de la voix. Donc le doublage de films, parce que j'en fais énormément. Et puis les lectures, j'aime beaucoup ça. Chère Emma, chère Emma, chère Emma, chère Emma, vas-y, monte un tout petit peu. Chère Emma, bah, ça c'est bien. J'ai commencé un petit peu les enregistrements en 77 ou 78. Et puis petit à petit, au départ c'était un peu accessoire, et puis ça a pris beaucoup d'importance. D'aussi loin qu'ils se souviennent, Emma et Ray avaient toujours été à ses côtés, endossant le rôle de famille comme frère et sœur, aussi bien que celui d'amis. Emma était agile, maternante et joyeuse, tandis que Ray était un érudit pragmatique, un poil grincheux. Ils avaient tous les trois des caractères totalement opposés, mais quoi qu'ils fassent ensemble, ils étaient toujours sur la même longueur d'onde. Des lectures, j'en ai fait pas mal à France Culture, donc j'aime beaucoup parce qu'il y a une qualité de travail et puis des réalisateurs de grande qualité, dont un que je voudrais nommer, qui s'appelle Étienne Vallès, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et qui est un merveilleux directeur d'acteurs dans ce domaine-là. Ray lisait aujourd'hui encore un livre avec une expression d'indifférence. Merci, lycée. Moi, je préfère ça. Oui, je suis d'accord. Moi aussi. Dernièrement, avec Étienne, j'ai enregistré le monde d'hier de Stefan Zweig et j'ai adoré ça. On a passé une semaine à enregistrer ça et c'était une très belle écriture, bien sûr, très prémonitoire par rapport à ce qu'il dit, par rapport à l'époque, et c'était un vrai plaisir. La comparaison que je pourrais faire, c'est comme quand vous allez voir un paysage. Vous n'êtes pas préparé forcément, vous le découvrez. Dans notre métier, ça fait partie de l'improvisation d'ailleurs. Découvrir un texte, c'est comme découvrir un paysage. Vous ne regardez pas juste un arbre, puis l'autre. Ça, c'est ce qu'on dirait en lecture quand on lit mot à mot. Ça ne peut pas donner de bons résultats, il faut avoir une vue d'ensemble. Un peu comme quand on regarde un paysage, on a une vue d'ensemble. Donc, c'est une chose à laquelle on est rompu, nous, en tant que comédiens, comme les musiciens sont rompus à la lecture de la musique, ils sont toujours 3, 4, 5 mesures en avance. Donc nous, on a tendance à voir la phrase dans son ensemble. Et ça nous permet de ressentir ce qui se passe, ce qui est dit, et donc, en fonction de ça, de s'adapter au fur et à mesure de la lecture, même quand on découvre, qu'on fait de l'improvisation. Il est évident que c'est toujours mieux si on a eu le temps de le lire avant, parce que du coup on a pu noter les variantes à mettre, faire un travail plus approfondi. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, moi j'ai découvert, c'était de l'impro, quoi. Ils se faufilèrent alors dehors et arrivèrent jusqu'au fameux portail. C'est là qu'ils apprirent la vérité sur ce monde, la cruelle réalité des choses. Derrière la grille de fer levée, il n'y avait qu'un camion garé et aucune présence humaine. J'adore improviser, même en doublage, quelquefois on le fait avec certains de mes camarades, on lance le film et on y va. Donc on découvre l'image, le texte, et il faut anticiper, voilà. Mais bon, c'est un exercice de style, c'est quand même mieux d'avoir vu les choses avant pour pouvoir bien s'imprégner de la pensée de l'auteur, dans un film, de la pensée du réalisateur, de ce qu'il veut dire, et on s'adapte en conséquence. À partir de ce fameux soir, Emma, Ray, Norman, ainsi que Don et Gilda. Alors comment on prononce Don et Gilda? Don et Gilda. Ouais, Don, parce que Don, ça va pas le faire. Et Gilda. Ok, j'ai refait ça. Ray et demi. C'est un conte, c'est un joli conte. Si je le refais, il y a peut-être des choses que je changerais sur certaines intentions, sur certains... mais c'est amusant, ça peut me faire penser à Harry Potter, ce genre de choses, voilà. Où on est un petit peu dans l'imaginaire, dans le fantastique. Et donc c'est amusant parce que moi en tant que lecteur, j'aime bien, je me lance et puis je découvre en même temps que vous, mais comme le lecteur va découvrir. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est le narrateur qui fait demander à Yvette. Ah oui, je fais pas des parfois.
Parce que là, c'est écrit ou alors ça sera... Pour le moment, on ne connaît pas encore le personnage, donc demande à Yvette, je pense qu'il faut le dire, parce que on l'a pas encore découverte, Yvette, on n'a pas identifié sa voix. Moi j'aime bien, quand je découvre quelque chose et j'ai envie d'avoir la suite. Après, est-ce que moi j'ai réussi à communiquer à l'auditeur l'envie de voir la suite? Ça, c'est l'auditeur qui le dira. Hein, il va peut-être trouver mon interprétation complètement à côté de la plaque, j'en sais rien. Si je mâche tout d'avance, on perd du suspense, on perd de la fraîcheur. Alors que quand on se lance comme ça, même moi je peux me créer des pièges, être surpris dans la lecture en me disant « oulala, là je sais pas comment je vais me rattraper, quoi. Je fais un peu le singe ». Ses cheveux ébouriffés roux clairs ondoyèrent au vent. Fidèle à ses habitudes, Ray lisait aujourd'hui encore un livre avec une... Je reprends ça. Fidèle à ses habitudes, Ray lisait aujourd'hui encore un livre avec une expression d'indifférence. Je pense que le public, il a envie d'être surpris. Il a envie d'être accroché. Donc il faut, à mon sens, dans ce genre de lecture, surtout un conte, il faut amener une forme de mystère, un petit peu d'étonnement de qu'est-ce qui va se passer, qui fait quoi. Je vais vous dire, c'est comme on raconte une histoire à un enfant. Le soir du 12 octobre, leur petite sœur Connie, dont les futurs parents adoptifs avaient été trouvés, avait quitté l'orphelinat. Avant leur 12e anniversaire, tous les enfants de l'établissement étaient répartis dans des familles. Du haut de leurs 11 ans, Norman, Emma et Ray étaient les plus âgés de la fratrie. Il faut être disponible. Il faut être disponible. Écoutez, on ne peut pas mettre ça en truc de fond, sinon on n'écoute pas l'histoire. Avec des musiques banales, on peut avoir une musique de fond et puis faire autre chose. Ça, faut quand même écouter, donc faut essayer de se poser pour rentrer dedans. C'était l'après-midi du 3 novembre. Un vent sec d'automne, tout de même assez frais pour faire frissonner quelqu'un vêtu d'un simple gilet, soufflait entre les arbres. L'été avait pris fin sans crier gare. Norman leva les yeux et fixa l'azur entre les branches. Les nuages filaient doucement dans le ciel. Alors qu'il venait d'apercevoir la triste vérité qui les attendait par-delà le mur, il se sentait étrangement serein. Ce soir, il serait livré. J'ai beaucoup aimé faire L'Empereur de Chine de Bertolucci. C'était un très très joli film. Et puis il y avait, dans le personnage, il fallait trouver, sans donner un accent, le fait qu'il n'est pas parfaitement français, européen. Enfin, donc c'est toujours la chose délicate avec un accent. C'est de trouver, on se dit tiens, il n'est pas français, mais on ne sait pas quoi. Donc, et puis en plus le personnage était intéressant parce qu'il était à la fois jeune et plus âgé, donc il fallait suivre le parcours à différents âges, donc plus mûr, plus jeune, plus... Dans ce même ordre d'idées, il y a une série que j'ai beaucoup aimé faire, pour la même raison un petit peu, c'était une série qui s'appelait Code Quantum, où le personnage se retrouvait à chaque fois dans un être différent, et donc il fallait trouver dans le jeu, sans caricaturer, quelque chose de différent. À un moment, il se retrouvait dans un jeune enfant, dans une petite fille, il s'est retrouvé dans un singe, etc. Donc il faut trouver dans le jeu quelque chose qui soit plausible, une bizarrerie, une étrangeté. Donc ça, pour nous, c'est passionnant, quoi. Agence Tourisque, parce qu'on a été une équipe formidable de 5-6 comédiens qu'on se retrouvait régulièrement et on s'amusait beaucoup. Moi, je prends toujours du plaisir à mon métier, donc tant que je peux le faire, jusqu'au bout, à chaque fois, c'est un nouveau personnage, c'est rentrer dans la peau de quelqu'un, c'est trouver la voix qui colle, parce que quelquefois, on se dit tiens, ma voix, mais ça sort pas. Quelle est la particularité de ce comédien? Comment je peux le trouver? Est-ce qu'il faut que je l'aggrave un petit peu? Est-ce qu'il faut que je l'allège un petit peu? Est-ce qu'il faut que je le vieillisse? Voilà, est-ce qu'il articule beaucoup, pas beaucoup? Je regarde beaucoup en doublage notamment la bouche d'un acteur, parce que il peut avoir une petite bouche
et pas prononcer beaucoup, etc. Ou au contraire, il peut y avoir... C'est notre travail du comédien, ça, en fait. C'est un peu comme un masque. On apprend ça dans les cours, à jouer avec un masque pour ne pas avoir peur de se montrer soi-même et oser faire des choses. Et en doublage, il y a un peu ça, puisqu'au fond, on n'est pas à l'image. Et donc, on peut tout se permettre.